Bonjour tout le monde, bienvenue. On a un beau webinaire aujourd'hui sur le coaching, mais le coaching d'une manière, je dirais, très intéressante, c'est toutes les nouvelles possibilités que ça peut nous offrir avec cette discipline, cette approche, cette façon de faire les choses aussi. Donc, je dis bonjour à tout le monde et puis aussi à toutes les personnes, oups, je vais mettre moi en affiché, à toutes les personnes qui nous écoutent aussi en différé parce qu'il y en a plusieurs d'entre vous qui allez nous écouter un peu plus tard à cause des décalages horaires, par exemple. Donc, c'est assez fréquent. Je suis assez habituée à ça, que c'est des fois un peu plus compliqué ou difficile pour certains d'entre vous d'être avec là, mais on vous dit bonjour. Et puis, vous pourrez nous écrire pour poser vos questions aussi. Pour toutes les personnes qui nous écoutent en ce moment en direct, sachez que dans la section Converser, vous pouvez m'écrire dans le chat et m'écrire vos questions aussi au fur et à mesure. Maintenant, c'est un échange qu'on va faire ensemble, donc vous pouvez bien évidemment contribuer, partager et poser vos questions. Et si vous regardez en bas de votre écran, vous le connaissez peut-être dans la section réaction, vous avez un main levée. Donc, bon, c'est sûr que les deux personnes que je ne vois pas, vous allez devoir me faire un petit signe ou ouvrir votre micro pour que je vous entende. Mais pour les autres, ça me permet de vous voir. Comme ça, vous passez en avant de mon écran et je sais que vous avez une question à ce moment-là, puis on abaisse la main par la suite. Donc, comme ça, c'est une bonne façon de communiquer entre nous. Je ne voudrais pas être toute seule à parler, même si j'ai beaucoup de choses à vous raconter et que je peux parler pendant des heures. Donc, encore une fois, ça me fait plaisir d'avoir des gens d'un petit peu partout de différents pays qui sont là avec nous et de voir à quel point la discipline du coaching est toujours intéressante. Certains d'entre vous, vous avez déjà vécu, au moins pour vous personnellement, une session de coaching. Donc, peut-être que vous pouvez m'écrire. Je vais avoir une petite idée de il y a combien de personnes qui ont au moins expérimenté pour eux-mêmes une session de coaching. Parce qu'on va parler aussi aujourd'hui de la différence entre le coaching et la thérapie, parce que c'est important de parler de ça pour bien s'aligner dans ces nouvelles façons de faire et ces nouvelles possibilités que la Terre nous ouvre depuis déjà quelques années. Je ne sais pas si vous êtes au courant de ça. Je vais faire un petit retour en arrière. Je vais commencer par me présenter parce que tout le monde ne me connaît pas. Et même si vous me connaissez, il y a des choses des fois que vous ne connaissez pas nécessairement de moi. Donc, je fais un petit retour en arrière. Dans les années 70, vous allez dire: «Ouh là, Isabelle, tu nous ramènes loin là». Oui, je sais, c'est loin. Ah parfait, je vois les de chacun, c'est excellent. Donc, il y en a plusieurs qui sont coachs, d'autres qui veulent découvrir comment moi je parle du coaching, d'autres font de la PNL, il y en a peut-être aussi, vous ne l'avez pas encore marqué, mais chez vous faites de l'hypnose, certains font de l'analyse transactionnelle. Donc, quand j'étais dans les années 70, donc j'étais quand même jeune quand même, là, dans les années 70, mais il y avait un courant planétaire à ce moment-là qu'on appelait le mouvement du potentiel humain. Donc, certains d'entre vous, vous en avez entendu parler parce qu'il y a eu beaucoup d'approches qui ont dérivé de ce mouvement du potentiel humain qui existait dans le début des années 70. Et j'ai eu la chance, mais c'est vraiment une chance comme je demeure au Canada, et qu'à ce moment-là, ben, je parlais pleinement anglais parce que je faisais l'école en français et j'ai fait l'école aussi en anglais. À l'époque, on avait le droit au Québec, on ne peut plus aujourd'hui. Petite parenthèse entre nous. Donc, comme j'ai fait mes études en anglais, ben, j'ai eu la chance de pouvoir aller chercher beaucoup d'informations qui provenaient des États-Unis. Et d'où vient le coaching? Je vous laisse deviner. Des États-Unis au démarrage. Et d'où vient la PNL que certains d'entre vous faites? D'où vient l'hypnose ericksonienne? D'où viennent certaines disciplines que vous connaissez tous? Ben, là aussi, des États-Unis, dans ces années-là, en tout cas, parce qu'il y avait ce mouvement qui était là, qui était vraiment intéressant. Donc, rapidement, comme je suis très curieuse de nature et que j'ai la chance d'avoir des parents assez ouverts d'esprit qui me laissaient revenir avec des livres bizarres à la maison ou poser des questions sur des trucs que je voyais puis que eux-mêmes ne savaient peut-être pas nécessairement ce que c'était. Donc, très, très rapidement, j'ai découvert la PNL, la programmation neuro-linguistique. J'ai découvert la PNL dans les années 70, donc ça fait un petit bout de temps déjà de ça que je connais cette approche-là. J'ai découvert en même temps que la PNL, l'hypnose, puisqu'en fait, c'est comme
les 2 sœurs, on va dire, ou frères et sœurs. En tout cas, ils sont partis de la même famille, ça c'est sûr. Et ce qui m'a beaucoup intéressée, même très, très jeune, à ces disciplines-là, c'était la philosophie de pensée qui allait avec. C'est-à-dire l'intention, la direction qu'on prenait avec ça, la réflexion qu'ils avaient sur l'être humain, sur le développement du potentiel de l'être humain. Je ne connaissais pas le coaching dans les années 70, même si ça a commencé dans les années 70. Pour être plus exact, le coaching a été développé exactement, pour vous dire, en 1974 officiellement, parce que ça s'est développé un petit peu plus tôt que ça. Mais on est dans cette période sur cette partie du continent américain où il y a des gens de plusieurs pays qui s'y retrouvent, qui ont cette ouverture donc de pensée, de philosophie, et l'approche coaching est venue au monde dans ce bouillon de culture de l'époque, comme la PNL, comme l'hypnose ericksonienne, tous à peu près dans la même époque. Donc, qu'est-ce qui fait que j'ai été attirée et que peut-être que vous aussi, certains d'entre vous, vous avez déjà été en coaching ou vous êtes coach aussi, donc vous avez été attiré, vous êtes attiré si vous êtes là aujourd'hui ou si vous nous écoutez en différé. Dans un premier temps, ce que je trouvais fascinant, c'était toute cette transformation de philosophie de pensée qu'on avait à cette époque-là, qui était, on arrête de penser que en termes de problèmes, et on commence à penser un petit peu plus en termes de solutions. Une de mes lectures préférées de l'époque, vous allez dire, oh mon Dieu, Isabelle, ça se peut-tu? Et oui, Abraham Maslow, Mhm. pyramide des besoins. Et je le trouvais intéressant parce qu'il a écrit plusieurs livres que je trouve fascinants, dont un que rien que le titre m'a attiré, Devenir le meilleur de soi-même. Et je trouve que c'est toute la philosophie en arrière de ce qu'on est en train de parler dans ce mouvement du potentiel humain dans ces années 1970 qui était, donc je vais vous raconter la petite anecdote de Maslow qui, moi, m'a marqué au point où j'ai voulu découvrir l'excellence humaine, la réussite de l'être humain, et c'est ce qui m'a emmené à la PNL, à l'hypnose et au coaching. Ce que Maslow disait, il était révolutionnaire dans son temps parce que c'était un psychologue, et à l'époque, ça a changé depuis, mais à l'époque, c'était vraiment une orientation problématique, et on va dans le problème. Et ce que Maslow disait, c'est pas en, je vais le dire en québécois pour commencer. Mes petits amis ailleurs, je vous rassure, je vais vous le dire aussi en bon français après. Puis vous allez avoir moi la petite anecdote québécoise. C'est pas parce qu'on va à la cour à scrap qu'on voit des chars brisés qu'on sait comment faire un char neuf. Conclusion, dite autrement, c'est pas parce qu'on étudie une voiture cassée à la casse qu'on sait comment faire des voitures neuves. Et ça, j'ai trouvé ça exceptionnel dans la façon de penser de l'époque de ce mouvement-là, parce que ce qui était exceptionnel, c'était le désir de modéliser l'excellence humaine et la réussite, au lieu de parler que de toutes les problématiques que les êtres humains ont. Ceci étant dit, c'est important de voir les deux, parce qu'il y a de la place pour la thérapie, la psychothérapie, et il y a de la place, bien sûr, pour le coaching. Chaque discipline a son orientation. Mais ce qui est fascinant de ça, donc, de cette direction, cette approche de voir chez l'être humain ce qui peut être bien, ce qui peut être aidant, ce qui peut être utile, c'est de se dire, et ça a été ce qui a marqué beaucoup le mouvement de la PNL et de l'hypnose ericksonienne, puisque ça vient de Erickson aussi, cette philosophie-là, que l'être humain a à l'intérieur de lui toutes les ressources nécessaires à tout changement. Wow! Bon, évidemment, on ne parle pas de ressources externes, je ne parle pas de ressources matérielles, on s'entend là. Mais que dans l'inconscient, et ça a ramené un autre concept à l'époque que j'ai trouvé vraiment fascinant, qui est la distinction entre ce que le mental dit ou fait et ce que l'être intérieur peut dire ou faire. Et que des fois, ils ne vont pas dans la même direction du tout. Donc, j'ai appris dans cette époque-là que peut-être écouter les deux, c'était une bonne chose. Et pour écouter les deux, une des choses qui est assez importante, ben, c'est d'être capable de reconnaître quand la personne nous parle et qu'elle, par exemple, elle parle dans son être intérieur ou quand elle nous parle, elle parle plus du mental. Et c'est pour ça que dès le démarrage
de ma connaissance et de l'expérimentation que j'ai eue de ces approches, j'ai eu un intérêt aussi pour l'hypnose. Donc, la PNL et l'hypnose pour aller plus loin. Donc, je sais que certains d'entre vous, vous connaissez ces approches, c'est pour ça que je me permets d'en parler. Sachez que c'est des outils vraiment aidants dans l'accompagnement et dans le coaching. Ce n'est pas du coaching. Je vais vous parler de la différence et de la distinction, mais c'est des outils, un sac à outils, un coffre même énorme que moi-même j'ai utilisé dès le démarrage, même avant de faire du coaching, même avant que ça existe, le coaching, en fait. Donc, dans cette philosophie de l'être humain, qui dit que l'être humain a des solutions et des ressources, et en revenant avec ce que Maslow disait, que pour faire du neuf, on n'a pas besoin de savoir ce qui est brisé. Donc, je reviens là-dessus parce que c'est intéressant. On a besoin de savoir ce qui est brisé pour le réparer, mais on n'a pas besoin de savoir ce qui est brisé pour faire un neuf. C'est plus ça qu'il voulait dire. J'ai compris très rapidement qu'il y avait comme deux approches qui sont complémentaires et qui peuvent vraiment permettre à la personne d'être bien accompagnée dans son cheminement. Une des approches qui est plus d'orientation, donc dite thérapeutique, aujourd'hui on dirait plus psychothérapeutique, et l'autre approche qui est ce qu'on appelle l'orientation coaching. Et certains d'entre vous, vous avez les deux casquettes, ou vous avez expérimenté les deux, donc vous allez être beaucoup plus capable, quand je vais en parler, de comprendre la distinction entre tout ça. Je reviens à ces années 70. Je ne sais pas, aujourd'hui, vous savez, le terme coaching, il est très connu maintenant aujourd'hui, mais à l'époque, dans les années 70, on n'avait pas ce terme-là. Le seul moment, à l'époque, où on utilisait le terme de coach, c'était dans le domaine sportif. Peut-être que ça vous donne des souvenirs, ça. On dit, évidemment, des coachs sportifs. Figurez-vous, je vais faire un petit partage d'écran avec vous. Je vais vous ramener ça. Voilà. Figurez-vous que Timothy Galloway, donc certains d'entre vous, vous avez peut-être entendu parler de lui, c'était un prof de tennis, en fait, donc un coach sportif à l'époque, dans les années 70. Il a eu une influence, et lui-même, donc il a influencé le domaine de l'accompagnement, puisque c'est ce qu'on appellerait aujourd'hui le papa du coaching, en fait. Donc, le créateur de l'approche ou la philosophie du coaching dès le démarrage. Il n'a pas été le seul, mais il a été quelqu'un de très, très, très important. Et ce qu'il disait, donc je le lis en même temps que vous, le but du travail d'entraînement. Évidemment, lui parlait d'entraînement parce qu'il enseignait le tennis, mais pas uniquement, il a enseigné d'autres sports aussi. C'est de libérer le potentiel du joueur. Il revenait sur le mot potentiel qui étaient les expressions exactes de Maslow, de Gregory Bateson et de beaucoup de personnes de l'époque dans le mouvement dit du potentiel humain. Donc, on parle de développer le potentiel de l'être humain. C'est pour ça que devenir le meilleur de soi-même m'avait beaucoup marqué en termes de titre. Pour le porter à son niveau de performance optimale. Bon, évidemment, lui parle de performance parce qu'il est dans le domaine sportif. Aujourd'hui, on dirait pour devenir, encore une fois, développer nos compétences au maximum de ce que l'on peut, de devenir le meilleur de soi-même. Je reviens à l'expression de Maslow. Il s'agit d'apprendre, donc de lui apprendre, d'apprendre à notre coacher, apprendre à la personne qu'on accompagne, à apprendre par lui-même. Et ça vient de la PNL, ce qu'il est en train de dire. Apprendre à apprendre. En fait, en PNL, à l'époque, parce qu'on s'était déjà dans les années 70, on parlait d'apprendre à apprendre à apprendre. Et on appelait ça le transfert des compétences. Ou, si vous préférez, la modélisation. Donc, comment quelqu'un fait pour faire quelque chose et comment est-ce que la personne peut apprendre de ces mêmes apprentissages, de ses connaissances. Et en PNL, on a développé plusieurs outils de transfert des stratégies pour travailler là-dessus ou la mise à jour des stratégies. Donc, apprendre à apprendre. Ce qui est fascinant là-dedans, c'est que on accompagne quelqu'un à se découvrir, à apprendre à se connaître. Et non pas uniquement à lui dire quoi faire, comme on ferait dans d'autres techniques ou d'autres approches, qui n'est pas du tout la méthodologie de coaching. Donc, il s'agit de lui apprendre à apprendre par lui-même, plutôt de lui faire ingurgiter, j'aime beaucoup le mot, l'expression, ça en dit long, un savoir extérieur, un savoir extérieur. Donc, déjà, je pense que ça vous oriente.
dans une des différences entre le coaching et la thérapie, mais on va y revenir. Mais son idée à lui, qui était dans cette influence du potentiel, de la ressource que l'être humain est à l'intérieur de lui, mais aussi un présupposé de base qui est la personne à l'intérieur d'elle. Elle a peut-être mis ça de côté pendant un certain temps, comme dans son inconscient, ou je dirais dans le placard. Au Québec, on dirait dans le garage. En Europe, on dirait dans le grenier. Mais des fois, on classe des choses et on oublie qu'on les a. Mais ce n'est pas parce qu'on n'a pas les connaissances ou on n'a pas les compétences, c'est qu'on n'y a pas toujours accès. Parce que des fois, c'est embourbé avant d'y aller. Il y a plein de boîtes qui nous empêchent d'aller en arrière, mais l'information est disponible. Donc, dans cette lignée de Timothy Gary, dans cette vision, il y a eu d'autres personnes qui ont été dans le même sens que lui. Et c'est là que les différentes approches se sont développées. Et lui, il a développé avec d'autres personnes l'approche qu'on appelle le coaching, qui est celle qui nous intéresse aujourd'hui. Donc, elle est basée sur quoi, cette approche de coaching? Donc, je vais juste revenir avec un autre partage d'écran avec vous pour vous le montrer. Quelques définitions du coaching. Donc, ça, c'est une définition qui vient du docteur Michael Hall. Et ce qu'il dit, c'est que le coaching facilite et mobilise les ressources internes et externes du coaché. Alors, il parle de ressources internes, comme par exemple la confiance en soi, le calme, le bien-être, en fait, toutes des choses qu'on active à l'intérieur de nous. Interne veut dire aussi les stratégies, les savoir-faire, les comment faire qu'on réactive. On va chercher l'information qui est dans le garage, par exemple. Mais il parle aussi d'externe. Tout à l'heure, je vous parlais, l'externe, si on parle de l'argent, ce n'est pas une ressource intérieure. Mais par contre, avec un accompagnement coaching, on peut stimuler, motiver, emmener la personne à faire des démarches externes, demander de l'information, aller faire des choses, dire à quelqu'un quelque chose. Donc, c'est pour ça qu'il a mis le côté externe dans le mobiliser des ressources, parce qu'on peut mobiliser aussi plus qu'une personne. Du coacher vers l'atteinte de son objectif et non pas l'objectif de l'accompagnant. Ça s'appellerait de la manipulation. Ça existe aussi, hein? Mais c'est une autre approche qui n'est pas la nôtre d'aujourd'hui. Convenu, donc entendu entre le coach et le coaché, parce que l'avancement se fait en lien avec un but, dans le but de s'actualiser. Alors, le mot s'actualiser, ce n'est pas un terme en français, en tout cas, qu'on utilise souvent. Moi, j'ai utilisé ce terme-là, j'ai développé une approche de mouvement oculaire que j'ai appelée le EMA, en français AMO, actualisation par les mouvements oculaires. J'ai utilisé le mot actualisation dans le même sens que dans la citation que je viens de vous donner, qui est pour mettre à jour, pour ramener les forces, les connaissances et les expériences qu'on a déjà à l'intérieur de nous. Donc, la belle métaphore que j'aime utiliser, que vous allez tout de suite comprendre parce qu'on est à l'ère de l'informatique, c'est les petits pop-up qui arrivent des fois sur notre ordinateur et qui demandent mise à jour. Donc, tout de suite, dans 1 heure, ce soir, jamais. Et des fois, vous marquez plus tard. Donc, l'actualisation, ce qui veut dire actualiser nos ressources, ça veut dire que des fois, à l'intérieur de nous, on a des forces, on a des ressources qui sont là, mais on n'a pas été les chercher. Mais des fois, c'est l'inverse. Des fois, ici, avec la compréhension, l'analyse, avec l'âge, l'expérience de vie, on a des forces et des ressources, mais qu'on n'a pas actualisées dans notre être intérieur parce que des fois, l'inconscient, ce n'est pas uniquement que la source de toutes les ressources, mais c'est aussi le refoulement. Vous en doutez bien qu'il y a quelque chose à l'intérieur aussi. Donc, quand on parle de développer le potentiel de l'être humain à travers le coaching, ce qu'on veut dire en fait, redonner plein pouvoir à la personne, qu'elle reprenne possession de ses forces, de ses talents, de ses capacités. Et nous, notre rôle, c'est pas de lui dire quoi faire, ça c'est le consultant, le conseiller, mais de raviver et de l'accompagner à se reconnecter avec sa vérité intérieure, avec qui la personne est,
pour qu'elle trouve ses forces, ses solutions à travers ce qu'elle a déjà vécu, ses expériences de vie, mais aussi, parce que le coaching n'est pas très orienté passé, aussi en se projetant dans un futur, en mettant des choses en place pour faire arriver un but, un objectif, une idée, quelque chose que la personne veut pour elle-même dans sa vie. Donc ça, c'est une définition du coaching. J'aimerais vous présenter une autre parce que c'est bien d'avoir plusieurs visions différentes des choses. Et ça, je la trouve intéressante, celle-là, parce que j'aimerais vous parler de la loi des psychothérapeutes. Au Québec, depuis déjà, ça fait depuis un certain temps, c'est depuis 2012 que la loi a passé, qui protège le titre de psychothérapie, mais qui protège aussi les travails que les gens vont faire alignés au côté psychothérapeutique. Donc, ils ont fait une très belle étude de c'est quoi la psychothérapie, psychologie bien sûr, mais aussi c'est quoi le coaching. Donc, voici leur définition, l'Ordre des psychologues du Québec, du coaching. Le coaching vise l'actualisation du potentiel. On y revient, hein? Actualiser son potentiel. Par le développement de talents, de ressources, donc des forces intérieures, ou des habiletés, ou si vous préférez, des capacités d'une personne. Là, il y a le qui n'est pas. Et le qui n'est pas, c'est normal parce qu'on parle de psychologues qui gardent leur territoire et c'est très bien parce que ça nous dit qu'est-ce qu'un coach ne fait pas. Alors, d'une personne qui n'est ni en détresse, ni en souffrance. Donc, dans le coaching, on ne creuse pas dans le passé, on ne travaille pas sur des problématiques de détresse, de souffrance psychologique, affective, émotionnelle ou autre. Ça, c'est le travail du psychothérapeute, du médecin, du psychologue, etc., etc., etc. Donc, c'est très clairement indiqué, mais qui exprime, on est toujours dans le coaching, des besoins particuliers en matière de réalisation personnelle et professionnelle. Donc, il place tout de suite le coaching à deux niveaux, c'est-à-dire le coaching, ce qu'on appelle de vie, le life coaching, pour les gens, pour leur vie en particulier, et sur le plan professionnel, donc toutes les thématiques du travail, des affaires, par exemple. Donc, le coaching s'oriente dans plusieurs avenues, ce qui est vraiment, vraiment bien. Comme ça nous permet de rejoindre encore plus de personnes. Et certains d'entre vous, ben, vous faites en plus de la PNL. Donc, je vais partager celui-là pour vous parce qu'il y a aussi le coaching PNL. Donc, on peut être coach avec des outils. La PNL, ce sont des outils. L'hypnose, ce sont des outils. Ce ne sont pas des métiers. Le métier, c'est le métier de coach. Je ne sais pas si vous savez ça, mais on a des personnes de France là en ce moment. Mais depuis quelque temps, c'est assez récent, mais je l'ai à côté de moi, puis si vous voulez les références, je vous les donnerai. Le coaching est reconnu comme profession en France par la Commission nationale de la certification professionnelle qui a ajouté le titre de coach professionnel au répertoire national des certifications professionnelles. Donc, le coaching est un métier. Mais dans ce métier-là, on a plein de bagages. On peut avoir plein d'outils. Et pour les gens qui font de la PNL, donc, on a les formations de post-maître en coaching PNL. Je vous disais tout à l'heure que je fais de la PNL depuis les années 70, donc ça fait longtemps. Et quand j'ai fondé IDECOM International, que j'ai fondé en janvier 1993, c'était pour donner tout de suite des formations en PNL, en coaching. Et à l'époque, on avait aussi des formations de psychothérapeutes en PNL. Et aujourd'hui, ben, déjà depuis très longtemps, hein, on enseigne le coaching aussi chez nous. Et pour les gens qui font l'approche PNL, ça vient de la SIC PNL, qui est la Société internationale des coachs PNL. C'est une association. Ils disent que le coaching PNL peut être défini comme une démarche d'accompagnement orientée vers l'action et les solutions qui fait appel à l'application du coffre à outils PNL en vue d'aider le client à atteindre un objectif spécifique de façon écologique, je vais vous expliquer, et dans un délai optimal.
Le terme écologie, il vient pas de la PNL, il vient de la planète, sauver la terre. On va écolo. Mais en PNL, on l'utilise pour l'écologie humaine. Et en fait, ce qu'on veut dire par ça, c'est prendre en compte toutes les choses qui pourraient arriver avant qu'elles arrivent. C'était quand j'ai appris la PNL, c'est une des choses qui m'a beaucoup marqué de cette discipline-là. C'est comme une prémisse de base en disant que avant de faire quelque chose, on va vérifier les conséquences systémiques du changement. Donc, si je change une chose, quel impact ça va avoir dans les autres aspects de ma vie? Et à un moment donné, je vous dis ça parce que j'avais un client en coaching, ça fait déjà plusieurs années, parce que j'avais bien compris que je fais du coaching depuis très longtemps. Maintenant, je l'enseigne depuis très longtemps, mais j'en fais depuis très longtemps. Et à un moment donné, j'avais un client qui était dans le domaine des ventes. Et il travaillait, donc nous, on est au Québec, mais lui, il travaillait en Ontario. Donc, pour les gens qui ne sont pas de chez nous, il y a beaucoup d'heures de distance entre Montréal et Toronto. Euh, donc, il avait un poste qu'il aimait, mais il avait un plan de carrière qu'il voulait évoluer encore plus. Et dans son plan de carrière d'évolution, c'était d'avoir un poste de directeur. Donc, il se voyait dans son entreprise évoluer. Et un jour, devinez quoi, bonne nouvelle pour lui, son patron l'invite et il lui offre le poste de directeur. Donc, il m'appelle, tout heureux, parce que ça faisait des années qu'il voulait le poste de directeur. Et en bon coach, je vérifie l'écologie avec lui, cette gestion des conséquences. Et je lui pose des questions. Première question, qu'est-ce que ta femme en pense? Ça veut dire, oh non, mais oui, mais c'est le système, c'est le système. Oh, il y en a qui vont dire: «Ouais, mais la femme a rien à dire sur mon travail». Ben, oui, peut-être, mais est-ce que tu es capable d'assumer les conséquences? C'est plus ça le truc de l'écologie. Donc, il m'a répondu ça. Soyez pas choqués, hein, on a chacun notre vie, hein. Mais il a répondu: «Ah, ça marche pas trop ces temps-ci entre nous. Ça risque, si j'accepte», parce que ça voulait dire qu'il allait travailler encore plus loin et l'implication, c'est qu'il était pas là la semaine du tout. Donc, c'était plus ça le truc en arrière. Et il dit: «Bon, ben, ça peut peut-être vouloir dire que je risque de rencontrer quelqu'un d'autre». Et je lui dis: «Est-ce que tu es prêt à vivre avec ça? Parce que c'est la conséquence». Il m'a dit: «Oui». OK, c'était assumé, pas de souci. Et je lui dis: «Il va se passer quoi pour les enfants?» Parce qu'il y avait des jeunes enfants. Parce que ça impliquait, si jamais il déménageait dans le nouveau lieu où il était directeur, que les enfants changent d'école, que sa femme change de travail, peut-être qu'elle n'aurait plus de travail du tout. Et c'est là qu'il m'a dit: «Oups, ma femme ne veut pas déménager. Elle ne veut pas quitter son emploi». OK, il l'assumait. Si on ne se voit pas, il y a un risque. Mais là, il a dit: «Waouh, mais j'ai pas envie de vieillir sans voir mes enfants grandir». Et c'est pour lui, ça a été son écologie intérieure. Et ça a eu des répercussions très importantes parce que premièrement, il a refusé le poste alors que c'était son rêve. Mais la plus grande répercussion, c'est qu'il a pris conscience à ce moment-là qu'il avait jamais même imaginé appliquer dans d'autres entreprises plus proches de chez lui pour être directeur des ventes. Et c'est ce qu'il a fait. Et il a eu un poste près de chez lui. Et il n'a pas eu le problème de ne pas voir ses enfants. Et il est encore avec sa femme. Bon, vous allez dire, l'histoire finit bien pour lui. Mais c'est pas organisé avec le gars des vues, là. C'est un vrai client. Donc, le coaching fait voir d'autres façons de percevoir les choses, pas uniquement en disant: «Voici ce que je veux et je vais le faire réaliser», mais «Voici ce que je veux, est-ce que c'est jouable? Est-ce que c'est bon pour moi?» Parce que dans la formation de coaching certifié, vous savez que j'anime, on parle de cette systémie, on parle de tous ces impacts de tout autour de nous, puisqu'on ne vit pas seul, à moins que vous soyez ermite. Donc, ça a eu beaucoup d'impact pour lui dans ce qu'il a vécu, dans sa compréhension. Et c'est la beauté du coaching. Et il a été heureux parce qu'il a eu un autre travail, le salaire était bon aussi, ça l'a ouvert des perspectives. Donc, c'est bien. C'est vraiment bien que ce soit comme ça. Encore une fois, vous ne vous gênez pas, hein, si vous avez des commentaires, des questions, vous m'écrivez. Je ne sais pas si vous savez, certains d'entre vous, vous ne le savez peut-être pas, d'où vient le mot coaching. Pourquoi est-ce qu'on a choisi le mot coaching? Donc, quand au début, M. Galloway, qui a commencé à faire de l'entraînement, donc coach sportif,
Lui et ses collègues ont dit, bon, ben, on va appeler ça comment cette discipline-là? Et ils sont arrivés avec le mot coaching. Et le mot coaching, ah, Katia, tu le sais, hein? C'est parfait. Alors, je vais emmener la diapo pour que vous le voyez, mais c'est exactement ça. Ça vient du cocher, de la diligence, en fait, hein? Donc, le mot coche, cocher. Et je trouve que la métaphore est très intéressante parce que, en fait, bon, je vais dire aujourd'hui, on sera comme un taxi. On va changer le terme un peu, mais élégant et bien là. Donc, en fait, le mot coaching, ce que ça veut dire, c'est qu'on emmène le voyageur d'un endroit à un autre. On le ramène chez lui ou on l'amène là où il veut aller. C'est pas nous qui choisissons la destination, c'est le client qui choisit la destination, mais nous, on l'aide à aller vers cette destination. Donc, je trouve ça magnifique de dire que notre rôle, c'est d'accompagner la personne. Évidemment, c'est pas que conduire la machine, on s'entend, hein. Il y a une façon de faire en arrière du coaching, c'est un métier en soi, c'est un métier de l'accompagnement. Il y a des compétences qu'on développe en utilisant ça, que je vais vous parler aussi sous peu. Et Milton Erickson, je reviens à lui parce que dans la philosophie du mouvement du potentiel humain, on est toujours au début des années 70, qui a influencé le développement de la méthodologie coaching, et la philosophie du docteur Erickson a influencé la PNL et l'hypnose, etc. Le docteur Erickson, lui, ce qu'il disait, il racontait souvent cette histoire que si vous faites de l'hypnose, vous avez sûrement déjà entendu. Il était jeune et il demeurait sur une ferme. Et puis un jour, son papa, qui était à l'extérieur, l'appelle parce qu'il y avait un cheval tout seul, qui n'avait pas de selle ni rien, qui est venu à la ferme. Et puis le petit Erickson, il était tout petit, il demande à son papa, mais à qui est le cheval? Et son père lui dit, je ne sais pas du tout, mais viens. Donc ils ont scellé le cheval, ils sont partis ensemble, lui et son papa. Et bon, si vous avez eu des chevaux, vous en avez déjà fait, vous savez que des fois, ils vont brouter. Donc, le papa Erickson ramenait le cheval sur le chemin régulièrement. Et à un moment donné, il entend quelqu'un dire, vous avez trouvé mon cheval. En fait, toute cette histoire-là, le docteur Erickson le raconte dans sa vie parce que ça a été sa philosophie de vie par rapport à sa clientèle et c'est la philosophie qu'on a aussi dans le coaching et c'est l'histoire de la calèche qu'on voyait tout à l'heure et du coche. Ce qu'il disait, c'est que le cheval sait où est chez lui. On a juste besoin de le ramener sur le chemin. C'est beau, hein? C'est joli, hein? Donc, le conscient des fois des gens ne sait pas ce qu'ils ont à faire pour atteindre leur objectif. Mais quand ils sont bien accompagnés, qu'on pose les bonnes questions, qu'ils se connectent à eux-mêmes, la personne va retrouver son chemin. Donc, on est là pour les accompagner. C'est un métier d'accompagnement. On accompagne les gens à retrouver leur chemin. Et c'est cette histoire-là, donc, d'où vient le mot coaching en réalité. Donc, c'est vraiment magnifique. Je vous parlais tout à l'heure que dans le coaching, euh, on se situe à un angle différent de d'autres approches, entre autres avec la psychothérapie. Donc, je vais revenir là-dessus juste pour que ce soit clair, parce qu'il y a eu beaucoup de confusion. Je ne sais pas, vous êtes en ce moment, si vous avez vous-même eu la confusion ou si les gens autour de vous ont eu la confusion, mais moi, quand je remonte aux années 2000, on va dire, au Québec, on parle de chez nous, il y a beaucoup de gens à l'époque qui faisaient des thérapies alternatives et qui se disaient coach, ils prenaient le terme coach parce que le terme coach n'était pas protégé du tout. Euh, ou ils se disaient thérapeute parce que le mot thérapeute n'était pas protégé non plus, ni psychothérapeute. Et la population en général a été confuse sur les différents services que les gens offraient et les différentes approches que les gens offraient. Donc, le gouvernement a décidé, et dans différents pays, la loi est passée aujourd'hui en Belgique, en France, en Suisse et dans différents pays. Donc, aujourd'hui, le titre de psychothérapeute est protégé, pas juste au Québec, dans différents endroits. Mais ce que ça a donné, toute cette histoire-là, c'est qu'il y a plusieurs personnes qui ensuite ont dit, je vais m'orienter coaching parce que le titre thérapie ou psychothérapeute est protégé, mais ils n'ont pas changé leur philosophie ou leurs approches. En d'autres mots, quand ça a commencé au début, les gens étaient confus
parce qu'ils n'avaient pas compris la philosophie en arrière du coaching, qui n'est pas du tout la même que la philosophie en arrière de la thérapie, du tout. Donc, je partage ça avec vous et puis je vous explique pour que vous situez bien l'approche coaching, là où elle est en réalité. Mais ça a été confus pendant quelques années jusqu'à ce que les écoles de coaching clarifient clairement, voici la philosophie, l'attitude coaching versus la philosophie qui est plus la philosophie dite thérapeutique. Donc, le coach, sa force, c'est de faciliter la transition et le changement du client et de mobiliser les ressources du client. On ne fait pas que ça, mais c'est la force. Maintenant, il y a d'autres disciplines connexes à ça, comme par exemple le consultant. Le consultant, c'est un expert en contenu et il va donner son opinion. Le coach peut aussi avoir une casquette de consultant, mais il ne fera pas les choses de la même manière selon dans quelle position il se situe. Le mentor, c'est un guide, c'est quelqu'un qui a déjà vécu ça, très souvent plus âgé, mais pas toujours. Donc, on va parler de ressources, surtout en entreprise, c'est des cadres qui vont montrer aux plus jeunes comment faire la relève, ils vont leur expliquer comment faire les choses. Donc, ça, c'est le rôle du mentor, c'est un guide. Le formateur, c'est lui qui enseigne. Donc, il explique le comment faire, comment on fait les choses. Le coach ne donne pas de comment faire. Il va accompagner la personne, bien sûr, à son changement, à la réalisation de son objectif. Et le thérapeute, j'ai écrit thérapeute, on peut dire aussi psychothérapeute aujourd'hui, mais tout ce côté soin qui va réparer, qui va soigner ce que Maslow disait qui étaient les voitures brisées ou les voitures cassées. Donc, c'est vraiment, on répare. Alors qu'en coaching, on ne répare pas, on n'a pas du tout cette orientation-là, puisqu'on va plutôt dans les solutions, encore une fois. Donc, juste pour être clair, au Québec, on pratique la psychothérapie quand on travaille sur les traumas, sur l'anxiété, l'angoisse et sur tous les problèmes de santé mentale. Donc, le coach peut aider quelqu'un qui est stressé, pas de souci, mais en installant des ressources. Pas en creusant sur la source, le problème, d'où ça vient. Ce n'est pas le rôle du tout du coach. Donc, je ne sais pas vous comment vous vivez ça, mais moi, j'ai toujours aimé cette orientation solution parce qu'on va faire remonter les forces de la personne au lieu de la ramener continuellement dans le problème. Donc, on réussit à l'équilibrer. Je ne sais pas si vous avez entendu parler, parce que c'est assez populaire ces dernières années, de la psychologie positive. Je vous ai parlé de Maslow, donc psychologue, mais là, on était dans les années 70, et qui avait une philosophie, lui, très constructive. C'était un pionnier parce qu'il disait que les gens ont des ressources et qu'il faut regarder le côté constructif de la personne. Mais avec le temps, le président de l'Association américaine de psychologie, qui s'appelle Martin Seligman, de l'époque, parce qu'on est en 1998. Donc, entre les années 70 et 98, il s'est passé quand même pas mal d'années. Mais on est dans cette lignée et lui, lors du colloque de l'Association américaine des psychologues, il a parlé de la psychologie positive, ce qui veut dire regardons dans nos clients leurs forces au lieu de toujours les amener dans leurs faiblesses ou dans leur manque. Ça vient de lui, ça. Mouvement de la psychologie positive. Évidemment, il a été influencé lui aussi par tout le mouvement du potentiel humain, comme l'hypnose, la PNL, on le sait. Donc, aujourd'hui, le coaching a cette vision de psychologie positive, même si ce n'est pas de la psychologie en elle-même, mais c'est la même philosophie de base qui est de trouver des solutions, à emmener la personne dans son potentiel, à aller chercher des ressources. Oh, tiens, tiens. Et de quelle manière? Oh, vous avez des petites questions là-dessus aussi, là. De quelle manière est-ce qu'on fait ça, Isabelle? Ben, on va prendre 3 axes. Donc, c'est autant pour le coach que pour le coaché, ce que je vous ai écrit. C'est dans votre formation de coach, pour devenir coach, en tout cas chez ID comme ça, c'est sûr, on va travailler sur 3 aspects. Évidemment, ce qu'on appelle le avoir. Donc, développer des choses que vous avez besoin pour être coach, des outils.
Le faire est important aussi, c'est développer des compétences. Donc, on parle de savoir-faire. Mais il n'y a pas que ça, il y a le savoir-être aussi. Donc, votre identité de coach, qui vous êtes à travers ça. Et quand vous accompagnez quelqu'un, quand vous êtes coach, vous accompagnez quelqu'un, un coaché, vous allez pouvoir accompagner les gens à différents niveaux selon la raison pour lesquelles les gens vont consulter en coaching. Parce que la beauté de la chose, c'est qu'il y a plein de thématiques différentes en coaching. Pourquoi les gens consultent, vraiment. Alors, ça peut être relationnel. Euh, j'ai de la difficulté à dire les choses à mon garçon, je m'emballe un petit peu trop, j'arrive pas à dire non, enfin. Et j'ai développé des super beaux protocoles que je partage avec vous dans la formation de coach pour aller dans ce sens-là aussi. Donc, vous savez, avec les années, parce que ça fait vraiment des années que je fais de l'accompagnement, je me rends bien compte qu'il y a des thématiques d'être humain. Vous devez les connaître, vous aussi. Ils nous touchent parce que ça nous rejoint. Et des thématiques qui reviennent, qui sont récurrentes. Et avec les années, avec mes clients, parce que je fais toujours de l'accompagnement et j'en fais encore toutes les semaines, même si je fais de l'enseignement, je fais aussi autre chose. J'adore être dans le vif du sujet, dans l'accompagnement concret avec quelqu'un. Euh, ce qui est fantastique de l'être humain, c'est que, encore une fois, ils ont des forces et des ressources à l'intérieur d'eux et que ça peut toucher différents sujets qui va rejoindre d'autres personnes. Donc, c'est pour ça que je vous propose des protocoles que j'ai développés au fur et à mesure avec mes propres clients. Comme par exemple, au niveau relationnel, avoir la capacité de dire non, mais aussi, ça va vous surprendre, peut-être pas vous choquer, mais en tout cas vous surprendre, la capacité de dire oui. Parce que vous savez sûrement que dire non à quelque chose, c'est dire oui à autre chose. Tiens, 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 tiens. Donc, ça prend les deux polarités. Deux polarités. Il y a du coaching de couple, il y a du coaching d'enfant, du coaching social, du coaching d'entreprise. Et là, je vous les ai mis en deux catégories. D'un côté, c'est plus ce qu'on appelle le live coaching pour les individus. Et de l'autre côté, c'est plus pour le côté entrepreneur ou entreprise. Donc, dans le live coaching, on a ce qu'on appelle le personnel, du coaching d'enfant. Le coaching d'enfant peut être aussi du coaching scolaire. Hein? Donc ça, j'adore travailler avec les jeunes. Il y a des choses fantastiques à faire avec eux. Ils n'ont pas des bonnes stratégies d'épellation, d'apprentissage. Ils ont des petits conflits avec leurs copains, leurs copines. Des fois, ça ne va pas. Ils n'apprennent pas correctement. Ils mélangent les choses. Donc, on peut très bien travailler ça en coaching. Avec les familles, les systèmes. Donc, moi, quand je fais du coaching familial, je demande toujours à un parent d'être présent avec un enfant. S'ils peuvent être les deux, c'est encore mieux, mais au moins un, parce que c'est un mouvement systémique. Donc, il y en a qui font du coaching familial en ayant une seule personne à la fois, et je respecte ça, mais ce n'est pas ma vision de la chose. Je préfère travailler avec le système, avec la famille. Évidemment, du coaching sportif. Et coaching sportif, ce n'est pas que physique, c'est l'attitude mentale, les reprogrammations. Il y a beaucoup de coachs aujourd'hui sportifs qui sont vraiment, en plus d'être coach sportif, qui sont vraiment coachs. Ils ont appris la méthodologie d'accompagnement parce que ça fait toute une différence, travailler sur des croyances limitantes, sur des attitudes, sur des pensées récurrentes non aidantes. Si on parle entre autres en termes de performance sportive, entre autres, mais pas uniquement. Il y a tout l'aspect de la santé et du mieux-être au niveau du coaching qui est fabuleux. J'ai développé beaucoup de protocoles sur le mieux-être, la gestion du stress, de beaucoup de choses parce qu'on vit ça au quotidien, un peu partout. Coaching prospérité, ça va peut-être vous surprendre, mais au Canada, on est très ouvert, au Québec, on est très ouvert à parler du côté financier. Je sais que ce n'est pas toujours le cas dans certains pays. Donc, pour nous, il n'y a pas de souci de dire si quelqu'un veut plus d'abondance ou de prospérité dans sa vie, on peut travailler là-dessus en coaching, ça c'est sûr. D'autant plus qu'au Québec, pendant des années, on a eu la magnifique croyance limitante, je vais vous la dire, mais ensuite je vais la retraduire. On est né pour un petit pain. Voilà. Et ça voulait dire quoi? On est né pour un petit pain. Ça veut dire qu'on n'a pas grand-chose et on ne peut pas beaucoup partager. Donc, beaucoup de gens au Québec, pas dans le reste du Canada, parce qu'ils avaient une autre mentalité, puis c'était anglophone, et c'était plus protestant aussi en termes de religion, mais beaucoup de gens chez nous à l'époque
avaient plein de blocages financiers. C'est pour ça qu'il y a des coachs qui sont ouverts à la prospérité. Ça marche très, très bien aussi chez nous au Canada. Après, chaque pays a sa vision des choses, hein. Après, il y a des coachs qui travaillent plus au niveau du développement personnel, ou il y a des coachs qui travaillent carrément au niveau spirituel. Ça dépend de vous, de votre approche, de vos affinités. Et le coaching relationnel. Maintenant, en entreprise, ben, ça peut être du coaching de performance, du coaching d'exécutif, du coaching d'équipe de gestion, du coaching d'affaires, démarrage d'entreprise, les gens qui... Enfin, c'est vraiment une question d'affinité de cœur. Qu'est-ce que vous aimez? Bien sûr, vous pouvez avoir ce qu'on appelle une niche, hein, un créneau particulier en coaching, mais vous pouvez aussi être plus généraliste. Donc, il n'y a pas de souci d'avoir des clients pour plusieurs choses. Mais évidemment, en termes de marketing, on dit souvent que c'est bien d'avoir un créneau. Mais ce n'est pas juste en termes de marketing, c'est en termes d'expertise pour développer aussi votre créneau et votre expérience personnelle. Mais vous avez peut-être remarqué ça, parce que c'est vrai, pas juste en coaching, mais que quand on vit quelque chose, on attire beaucoup de gens qui vivent la même chose. Moi, je me souviens, il y a très longtemps de ça, j'étais en train de me divorcer, comme certaines personnes ont déjà fait. Et dans les 3 mois qu'on suivit, presque, pas tous, mais presque tous mes clients en coaching étaient en train de vivre une séparation ou un divorce. Donc, bon, j'ai été payée pour les aider et pour m'aider. Donc, c'est bon parce que j'ai appris beaucoup de choses en même temps qui a été utile pour moi. Mais c'est juste pour dire, Abraham Maslow, il disait, lui, si tu te promènes dans la rue avec un marteau, tu vas voir beaucoup de clous. C'est à peu près la même chose. Donc, on peut avoir des spécificités, des branches, des choses qui nous parlent plus, qui nous conviennent plus. Et des fois, on a des surprises. On découvre qu'on a des créneaux qu'on ne pensait pas, ou bien on attire des gens vers nous qu'on ne pensait peut-être pas qu'on pourrait aider. Parce que, je ne vous ai pas encore dit ça, hein? Ça c'est juste entre nous, là. Mais qu'est-ce qu'on fait dans le coaching si on n'aide pas les autres? Ah, mais on peut s'aider soi-même. La beauté du coaching, c'est aussi de se faire de l'auto-coaching. L'auto-coaching. Donc, pas uniquement pour l'utiliser en accompagnement pour les autres. Je veux dire, ça, c'est merveilleux et tant mieux. On peut aider les autres. Et puis se dissocier. La personne que vous êtes, ce n'est pas vous dans votre rôle de coach. Donc, il y a vraiment une différence entre les deux. Mais vous, personnellement, vous pouvez vous auto-coacher parce qu'on apprend à poser les bonnes questions, on apprend à avoir des belles pistes de réflexion, on fait un cheminement personnel. Les techniques, ben, on les vit sur soi. Donc, il y a tout ce développement personnel qui se fait en même temps à travers cette approche de coach. Donc, l'auto-coaching, je le trouve aussi important, sinon plus peut-être, hein, que le fait d'avoir ce métier d'accompagnement pour l'utiliser pour les autres. Mais en arrière de ça, on revient à s'actualiser, que ce soit pour vos clients ou pour vous-même. Développer le maximum de potentiel, de ce qui est bon pour vous, de ce qui peut effectivement ben, être bon pour eux aussi, hein. Mais tout ça, je repartage mon écran. Ça se fait, c'est petit, mais c'est pas grave, je vais vous le dire. Ça se fait en développant des compétences. En d'autres mots, j'ai parlé tout à l'heure qu'on peut avoir des outils, comme par exemple, on peut faire de l'analyse transactionnelle, on peut faire de la gestalt, on peut faire de la PNL, on peut faire de l'hypnose. En fait, il y a plein de choses qu'on peut faire, du rebirth, en fait, plein de choses. Respiration holotropique. Ce sont des outils. Là, on est dans un métier et le métier, c'est un métier d'accompagnement. Et il y a différentes associations de coachs. La première association de coaching qui s'est développée sur la planète, c'était ICF, qui s'appelle l'International Coach Federation, qui est le premier que vous voyez en rouge. C'est très petit, mais c'est ICF qui est marqué là. Et ICF s'est développé en 1994. Je vous parle de date, c'est juste pour vous ramener un petit peu dans le temps. Parce que beaucoup de gens se disent, oui, mais du coaching, il a commencé quand? Il y a 40 ans. Ça fait 40 ans que ça a développé. Mais au Québec, le coaching, on le connaît seulement depuis la fin des années 90, début 2000. On ne connaissait pas le coaching avant chez nous. Mais c'est pas que ça n'existait pas avant, c'était pas rendu là. Donc, ICF,
qui existe depuis 1994, a mis des normes de développement de compétences, comme par exemple être capable de mieux communiquer, être capable de planifier ou d'aider le client à avoir des objectifs. Donc, il y a plein de compétences clés qui sont les compétences d'un coach. En d'autres mots, quand on apprend une technique, ça peut être l'approche de la PNL, par exemple, on apprend des protocoles, des techniques. Vous allez développer certaines compétences, bien sûr, puis vous allez développer des connaissances aussi. Mais ce n'est pas parce que vous avez fait un cours de PNL que nécessairement vous savez bien écouter ou que vous saviez bien guider. Parce que vous apprenez pas dans votre cours de praticien et de maître praticien, même chose dans les cours d'hypnose, à faire un métier de l'accompagnement. Comprenez la différence? C'est tellement important ce que je vous dis là, je l'explique depuis des années, ça me tient vraiment à cœur. Chaque métier a ses forces, ses compétences et tout le monde est heureux. Donc, pour être coach, il y a des compétences à développer. Chez IDECOM, j'en ai mis une liste, c'était celui du milieu, donc il y en avait encore plus, là. Mais c'est toutes les compétences que vous acquérez au fur et à mesure des apprentissages et de la formation et que vous mesurez. Où est-ce que j'en suis aujourd'hui par rapport à, exemple, cette compétence qui est l'art de poser des bonnes questions? Pas juste poser des questions, poser des questions, on peut demander à quelqu'un comment ça va. Ce n'est pas une bonne question de coach. C'est une question sympathique qu'on va poser aux gens autour de nous, mais ce n'est pas une bonne question de coach. Premièrement, parce que c'est ce qu'on appelle une question fermée. La personne peut dire oui ou non. On ne va pas tellement très loin avec ça. Et en plus, ben, c'est une question qui peut nous faire déraper vers le côté psychothérapeutique, parce que la personne peut commencer à parler de tout ce qui va mal dans sa vie. Donc, il y a une méthodologie dans l'accompagnement coaching qui n'est pas uniquement de poser des questions, mais de poser des questions « wow ». Moi, je les appelle les questions wow. Les super questions. Vous savez, les questions que la personne te regarde, parce que ça arrive, et même avec des amis, des fois, ça vous arrive. Et la personne vous dit, ah, ça, c'est vraiment une bonne question. On veut, à travers l'accompagnement, emmener la personne à aller là où elle n'a pas l'habitude d'aller. Parce que si elle avait l'habitude d'y aller, elle n'irait pas en coaching. Elle aurait déjà ses solutions et ses réponses. Donc, on emmène la personne vers de la nouveauté. Et pour ça, ça prend des compétences parce qu'on veut la respecter. On établit des accords avec la personne. Le mot respect est crucial. On ne prend jamais la décision pour le client. C'est la personne qui décide à tout moment donné de l'orientation qu'il ou elle veut prendre. Bien sûr, on est là pour bien les guider et notre responsabilité, c'est d'utiliser les bons outils, les bonnes compétences et les bonnes connaissances que nous, on a en métier d'accompagnement. Et si vous avez en plus ce bagage qui fait que vous avez avec vous plein de possibilités d'outils comme la PNL ou autres, ben, c'est bien tant mieux parce que vous pouvez les aider à changer et vous avez encore plus de techniques de changement. C'est tant mieux. Mais ça prend des compétences additionnelles. Et ces compétences-là, c'est ça que vous découvrez ou que vous trouvez quand les gens chez qui vous allez en coaching ont fait des formations. Je vous dis ça parce que ce n'est pas surprenant, vous savez, vous allez le voir. Il y a des gens qui s'appellent coach, parce que le titre coach n'est pas protégé dans tous les pays, mais qui n'ont jamais fait de cours de coaching. Bah, comme des gens qui disent qu'ils ont fait la PNL, ils ont juste lu un livre. Comme il y a des gens qui disent psychothérapeute, puis ils ont été en psychothérapie une journée dans leur vie. C'est vrai partout. C'est vrai partout. Mais quelqu'un qui est coach, qui a fait un processus dit certifiant, qui sort d'une école reconnue en coaching, a obligatoirement eu des pratiques supervisées avec les enseignants, avec les superviseurs, donner du feedback, travailler avec des vrais clients et non pas juste entre collègues, c'est bien et c'est très bien. Mais l'objectif, c'est d'avoir des personnes aussi de l'extérieur et de faire ce fameux travail sur soi. On ne peut pas coacher si on n'a jamais été coaché. Il faut le faire dans les deux sens. Dans les deux sens. Donc, oui, vous allez développer toutes ces possibilités aussi. Et on n'a pas parlé de ça, mais je sais que certains d'entre vous
Vous avez peut-être le désir de rencontrer un coach parce que vous comprenez peut-être un petit peu plus l'utilité, vous faire avancer dans vos réflexions. Je ne sais pas si ça vous est déjà arrivé, mais des fois, juste le fait de parler quelque chose, ça devient beaucoup plus clair pour vous et c'est là que les idées arrivent. Mais c'est pas juste parler, c'est parler si on vous emmène dans la bonne direction avec des bonnes questions pour que vous ayez la bonne réflexion qui va avec. Donc, j'invite tout le monde à se faire coacher, hein, ça vous vous en doutez, là. C'est le but aussi de notre rencontre aujourd'hui, de vous ouvrir à la possibilité d'être coaché vous-même et bien évidemment de vous coacher vous-même si vous êtes déjà coach, ça va de soi. Ou d'avoir des bons copains coach avec qui vous pouvez faire des échanges, ça c'est extra. Donc, dans une session coaching, la session dure en moyenne entre 1 heure et 1 heure 30. Je vous dis ça parce que ça varie de coach. Il n'y a pas de normes officielles, mais très souvent, il y a des coachs qui font des sessions d'1 heure, d'autres des sessions d'1 heure 30. Ça peut arriver que c'est un peu plus ou que c'est un petit peu moins, mais la moyenne, c'est 1 heure, 1 heure 30. Et dans la première session coaching, habituellement, il y a une partie où on parle des ententes. Donc, c'est comme une forme de contrat qui soit signé ou pas. Ça peut être verbal, mais les ententes. L'entente, c'est quoi? Ben, c'est quoi le coaching? Qu'est-ce qu'on va faire ensemble? De quelle manière? Quelle sera la tarification? La durée? Vous n'êtes pas obligé de tout raconter, là, parce que ça va se construire au fur et à mesure de la relation entre votre coach et ou votre coaché. Ça dépend de quel point vous en êtes. Mais on va inciter et inviter, pardon, en tant que coach, la personne en lui demandant l'autorisation et la permission de l'emmener à mieux définir son objectif, clarifier ce qu'elle veut, récapituler, poser des bonnes questions, faire un wrap-up comme un sommaire des wow, des révélations, des compréhensions que la personne a eues. Des fois, ça peut être aussi de faire des choses du style, si quelqu'un vient parce qu'elle est en réorientation professionnelle, peut-être que ça va être d'ici le prochain coaching de faire quelques téléphones, remettre à jour son CV, voilà. Peut-être qu'il y aura des travaux à faire, ça c'est possible. Et pouf, prochain rendez-vous. D'un pays à l'autre, les tarifications de coaching sont variables, dans le sens que, évidemment, ça dépend de la monnaie locale et ça dépend de combien ça coûte. Mais j'aimerais vous donner un ordre de grandeur, parce que des fois, les gens se posent ces questions-là. Je dois m'attendre à combien à peu près? Quand un coach démarre, et là, je veux dire quand il a fait une formation qu'il démarre en soi au Canada, la tarification habituelle est entre 80 et 125 l'heure ou la session, selon comment les gens fonctionnent. En Suisse, par exemple, la moyenne de démarrage est autour de 140 francs pour la session. Et en Europe, c'est autour de 120, 110, 120 euros le démarrage de la session. Donc, c'est très variable d'un pays à l'autre, encore une fois, à cause, bien sûr, vous l'avez compris, des différentes monnaies. Mais il y a eu des études qui ont été faites en Suisse par la Société romaine de coaching et par ICF, la fameuse grosse association de coachs, et qui ont des membres sur tous les continents. Et il y a eu des études qui ont été faites récemment, d'autres il y a plus longtemps. Mais sachez que la majorité des gens qui font du coaching leur métier, parce que c'est un métier, peuvent pas non plus faire du coaching 7 jours sur 7, on s'entend. Donc, il faut que vous pensiez que vous êtes à votre compte la plupart du temps quand vous faites du coaching et que vous avez besoin de temps pour faire du développement, pour faire vos réseaux, votre comptabilité. Donc, il faut juste bien organiser et bien planifier. Mais en moyenne, c'est une moyenne, les coachs reçoivent en moyenne par semaine entre 5 et 20 clients. Mais c'est une moyenne. Ça dépend de la tarification, ça dépend de la durée, ça dépend du type de coaching que vous faites. Donc, et c'est à développer selon ce qui vous attire, selon ce que vous avez, vous, envie de faire. Donc, le métier de coach, c'est une chose, mais le métier d'entrepreneur, c'est autre chose. Donc, je vais juste vous le dire parce que c'est important aussi. Ça se développe, ça fait partie des compétences. Ça se travaille et vous pouvez faire partie de mouvements de coach.
Il y a aussi des coachs solidaires. Je ne sais pas si vous avez déjà entendu parler de ça. C'est-à-dire que vous pouvez, en tant que coach, donner du temps gratuit pour des organismes ou des associations qui aident des gens qui en ont besoin. Donc, sachez que ça existe. C'est pas rien qu'une question d'argent. C'est un métier d'accompagnement. C'est un métier pour aider l'être humain à aller plus vers ses objectifs et ses ressources. Mais vous pouvez en faire un métier qui est rentable pour vous, c'est l'objectif. Mais si vous n'avez pas besoin au niveau financier, pour toutes sortes de raisons, et tant mieux si c'est le cas, vous pouvez quand même contribuer, bien évidemment. Il y a beaucoup de place pour la contribution dans le coaching à tous les niveaux, à tous les niveaux. Ouais. Donc, la tarification, je reviens là-dessus parce que c'est sûr qu'au début, si vous avez un métier puis vous dites, ah là, il faut que je fasse la transition pour que je devienne coach, il y a toujours cette période entre deux où il faut faire une petite organisation pour démarrer votre entreprise, définir clairement. Donc, vous pouvez vous faire coacher par vos collègues là-dessus. En formation, habituellement, c'est ce que les gens font, hein, ils sont coachés par les autres, justement pour vous préparer à ce nouveau métier qui est un métier sincèrement, et je le dis parce que je le fais depuis des années, mais je le dis parce que je suis vraiment sincère, qui est un métier extraordinaire. Surtout quand il y a des petits yeux qui s'allument, que vous voyez chez les gens. Quand ils reviennent en disant qu'ils ont atteint leur but, leur objectif, ou bien qu'ils ont compris pour quelles raisons ça n'a pas marché. Et ça, c'est parfait aussi, parce qu'on a tous des empêchements, des barrières, des choses qui nous empêchent de se réaliser. Mais quand on en prend conscience, on peut le choisir. On n'a plus à le subir. Ça fait toute la différence au monde. Accompagner des gens dans leur propre changement, leur propre mieux-être et contribuer de cette manière-là pour vous-même, hein, mais pour les autres aussi. Et puis ça, c'est mon petit côté granola qui fait ça, la petite fleur bleue. Là. Mais je suis très sincère là aussi parce que je sais que ça fait une différence. Emmener un peu plus de bonheur sur Terre. Parce que les gens sont plus cohérents. Ils sont plus en lien avec eux-mêmes. Au lieu de « je veux ci, puis je fais ça », les gens vont être plus heureux parce qu'ils vont être plus en lien avec leur réalité profonde. Et si jamais ils disent ou ils font des choses qui ne sont pas eux, pour toutes sortes de raisons, parce que c'est alimentaire, un travail par exemple, ils vont l'assumer. Ils sont prêts. Ils comprennent l'importance d'être responsable de qui on est, de ce qu'on fait, à travers justement cet accompagnement de coaching. Donc, c'est un magnifique métier. Pour le nombre de sessions, parce que ça aussi, c'est une question que les gens ont souvent, combien de sessions on a par client? La moyenne, et ça, c'est les études qui l'ont démontré, comme par exemple les recherches de chez ICF1, les associations, la moyenne est entre 3 et 10 sessions par année. Donc, c'est ce qu'on appelle bref. Maintenant, sachez que ce n'est pas parce que vous ne voyez pas les clients souvent que vous n'aurez pas de clients. Il y a de la place. Il y a de la place pour beaucoup de choses. Donc, et puis, les gens travaillent sur une thématique et quand ça s'est résolu ou que c'est atteint, ben, ils peuvent travailler sur une autre thématique. Donc, on peut être coach pour quelqu'un pendant des années parce qu'on grandit avec la personne et c'est une méthode, encore une fois, de questionnement. Bon, l'objectif, c'est que la personne soit de plus en plus autonome et qu'à l'intérieur d'elle, ben, au lieu de toujours venir vous voir, qu'à un moment donné, elle se dit « Ah, je t'ai entendu dans ma tête. Je sais quelles questions tu m'aurais posées et je me les suis posées à moi aussi. » Ah, yes, auto-coaching. Donc, c'est pour ça que je disais que c'est un très, 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 très beau métier, réellement. Alors, j'aimerais faire un petit tour. Maintenant, si vous le permettez, je vais le remettre en mode galerie. S'il y en a d'entre vous qui ont des commentaires, des questions, peut-être un petit lever, des choses que je n'ai pas parlé, que vous aimeriez savoir. Qu'est-ce que ça vous dit, tout ça, de ce que j'ai raconté? Ça vous parle, ça vous touche, ça fait partie de qui vous êtes, ça fait une petite lumière à l'intérieur de vous? Comment vous réagissez à ça? Faites juste ouvrir votre micro quand vous êtes prêt, c'est bon. Si quelqu'un veut exprimer quoi que ce soit. Ah, il n'y a pas grand monde qui a envie de dire quelque chose?
Qu'est-ce que je dois en conclure? Bon, vous savez qu'un coach ne conclut pas, hein, on pose la question, hein. C'est tellement mieux. On ne fait pas d'interprétation. C'était beaucoup mieux comme ça. Alors, avec quoi vous repartez? On va poser la question autrement. Avec quoi vous repartez de ça? Oui, vas-y, Guylaine. Je te laisse ouvrir ton Euh, micro. Moi, je repars avec l'enthousiasme, avec une envie. Moi, c'est la petite lumière dans les yeux là, quand on pose la bonne question. Là, ça, c'est dans, dans, c'est vraiment ça qui m'allume à continuer vers ça. Puis, justement, la joie de voir la personne qui a trouvé son chemin, sa voie Oui. après une rencontre, il me semble que ça doit être vraiment nous amener dans la joie. Oui, c'est ça. C'est bon pour tout le monde. Oui. Oui, effectivement, tu as raison. Merci beaucoup, Guylaine. Merci. Mm. Quelqu'un d'autre? Qu'est-ce que j'ai dit? Qu'est-ce qui vous a touché, vous a rejoint, ou qui va dans le même sens peut-être aussi que ce que vous imaginez ou pensez? Bon, ceci étant dit, vous n'êtes pas obligé, hein. Et puis, vous pouvez m'écrire. Vas-y, Katia. Moi, je voulais juste dire que j'ai la chance d'être déjà coach et vraiment le coaching, c'est la magie du coaching et c'est le langage du cœur. Oui. C'est-à-dire que des fois, le coaché, il n'a pas conscience qu'il peut juste faire confiance à son cœur. Et souvent, le coaching, ça permet ça, de tracer cette route. Ouais. Et après, ça permet aux gens de déposer tous les blocages, les résistances qu'ils ont. Et c'est vraiment de la magie. Écoute, c'est parfait que tu parles de ça parce qu'il y a un des exercices dans la formation que j'anime, que je vous propose, qui est le recadrage des 3 cerveaux, où on travaille justement là-dessus. C'est être à l'écoute de son cœur, de son ventre et de sa tête pour développer encore plus de sagesse. Parce que souvent, les gens sont trop là, hein? Donc, c'est bon qu'ils ouvrent aussi ici, puis c'est bon qu'ils aillent aussi en bas. Je veux dire, c'est l'alignement au complet. Donc, il y a beaucoup, beaucoup de choses à faire pour être encore plus dans notre authenticité, dans notre vérité, dans cette ouverture du cœur, dans cette justesse pour nous. Et j'ai utilisé le mot sagesse parce que c'est comme ça que je le perçois aussi, développer plus de sagesse pour nos décisions, pour nos jugements, pour notre vie en général, pour mieux gérer nos émotions. Parce que, encore une fois, c'est pour ça qu'on accompagne les gens aussi, pour les aider là-dedans. Et en même temps, on le vit nous parce que ça nous aide dans notre vie. Moi, je suis la première à le dire, hein, toutes ces questions de coach, je les utilise tous les jours. Vraiment, pour moi. Pour moi. Parce qu'on a tous des moments où on ne voit pas trop clair. Oui, un petit peu de brouillard. Ça, c'est quand le mental embarque un peu trop, qui se coupe du reste du corps. Donc, c'est une magnifique approche. Katia, je suis tellement contente que tu aies parlé de ça parce que j'adore cette approche justement pour ça, qu'on parle avec un langage du cœur. C'est magnifique ce que tu as dit. Vraiment. Oui. Alors là-dessus, belle fin de journée pour certains, début pour d'autres. Bon coaching, soit d'accompagner quelqu'un, soit de vivre l'expérience. Laissez-vous au moins vivre l'expérience, ça c'est extraordinaire. Et pour les personnes d'entre vous qui ont envie de suivre une formation et de devenir coach ou d'avoir des ateliers spécialisés, je pense à toi Cathy parce que tu l'es déjà, mais c'est des compléments. Sachez, je parlais tout à l'heure que ça fait très longtemps que je suis dans ce métier-là et que j'ai parti des coms en 1993, donc ça fait pas mal d'années. Sachez qu'on offre les formations de coach et que dans les formations qu'on a, on a du direct, on a du présentiel pour les personnes qui le veulent, mais on a aussi du en ligne, bien sûr. Et dans le en ligne, il y a du synchrone et du asynchrone. Ce que ça veut dire, c'est qu'il y a des enregistrements déjà de faits, mais il y a aussi du live. Et on fait des supervisions avec clients. On a une super bonne équipe d'enseignants, de superviseurs et vous êtes coachés par des coachs professionnels aussi durant la formation. Donc, on a un très, très bel encadrement, justement parce qu'une des choses qui compte vraiment pour moi, c'est que chacun d'entre nous, on puisse guider et accompagner l'être humain pour développer encore une fois son plein potentiel. Donc, bon plein potentiel à vous tous. Bye! Et ça sera en replay si vous voulez le réécouter ou si vous connaissez des gens qui sont intéressés. Bye bye tout le monde!
Merci Isabelle. Bye bye. Bye. Bye tout le monde.